प्रभात ले बाबा को साथ, उठो रे प्रिय आत्मन, जागो हे प्रिय आत्मन, फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे। I feel terrible. Maybe if you were helping, you'd feel better about yourself. I deliberately tried to sabotage Stuart's date with Penny. Of course you feel terrible. You completely screwed up your karma, dude. You don't really believe in that superstition, do you? It's not superstition, it's practically Newtonian. For every action, there's an equal and opposite reaction. Leonard pretends to be a friend and acts like a two-faced bitch. Therefore, he is reborn as a banana slug. It's actually a very elegant system. You know, what goes around comes around. Get your guns out. Oh, these That's ones? it. Yeah, these ones, yes. That's it. Go, pump them. That's it. Are you gonna work on this? Oh, buddy? come on. Right, Put let this me... needle to it. Yeah, well. Right, I'll just check the counter, yeah? Okay. That's right. Okay, good stuff. Fuck!
And this, my friends, is what happens to the world when we don't take social distancing seriously. On average, each person who contracts the coronavirus will spread it to 3 people, who will spread it to 3 more, then 3 more, and soon the entire world is sick. But we can prevent this from happening. We can flatten the curve and stop the coronavirus from spreading. How? Well, it's fairly simple. Let me explain. Let's say you are this domino. By choosing to stay home, the exponential spread, like the domino effect, comes to a halt. With social distancing, you can't pass on the virus. As a result, you protect others from getting sick, and soon the world is safe. Alors, bonsoir et pas de doute, vous êtes bien à l'atelier de méditation du mardi soir. Simplement, on a regardé la compilation de petits clips vidéo auparavant. C'était parce que ça brasse pas mal d'idées reçues au niveau du karma, mais des fois certaines qui correspondent à une réalité. Donc des idées reçues comme par exemple le karma, ça concerne des existences successives, et puis donc des choses qui se comprennent bien. Par exemple le clip de Tom et Jerry, c'est un exemple de ce qu'on appelle le karma instantané. Si vous voulez rigoler un peu, vous allez sur internet et vous tapez Instant Karma. Dans ces clips Instant Karma, vous voyez des personnes qui ont fait ce qu'il ne fallait pas et qui récoltent donc le fruit de leurs actions. Quand on regarde le dessin animé de la fin là, avec Will Coyote et puis l'oiseau qui court, là on voit un karma plus compliqué. Donc un karma où à la fin on a complètement perdu de vue la cause de départ. La cause de départ elle s'est mélangée avec tout un tas d'autres. Il y a une sorte d'effet domino aussi. On a vu des dominos dans le film. Et puis également les paraboles de la graine semée puis des fruits qui sont récoltés. Donc des fois ça peut être très très décalé dans le temps aussi. Donc c'était une petite entrée en matière. Néanmoins, comme c'est l'atelier de méditation, on vous propose un petit retour au calme sous la forme d'une minute de silence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant cette minute de silence? En fait, quand on pense karma, immédiatement on associe ça à bouddhisme, hindouisme aussi, mais plus particulièrement bouddhisme. C'est eux qui ont popularisé cette notion-là. Et donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait une méditation un peu dans l'esprit bouddhiste, cet esprit de la pleine conscience. Et pendant cette minute de silence, on serait juste en train d'observer ce qui se passe à la surface de notre esprit conçu comme un écran de cinéma, et j'observe ce qui spontanément se présente, se cristallise à la surface de cet esprit. Et rien que le fait de l'observer, ça permet petit à petit à la fois de le mettre à distance et puis qu'il s'affadisse, qu'il disparaisse, pour que finalement la surface de l'écran redevienne calme et plane.
Donc on est parti pour 1 minute. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est le karma? Parce que tout le monde connaît, mais pas forcément tout le monde qui a une compréhension fine, exacte de ce que c'est. Karma, c'est d'abord un mot sanskrit, et traduit littéralement, donc sanskrit, la langue originelle, donc si ce n'est de l'humanité, au moins de l'Inde. Et sanskrit, ça veut juste dire action. Donc action, et après on sait que chaque action entraîne une réaction, mais au départ c'est une action, et d'ailleurs en Inde, l'existence, ils appellent ça le karma kshetra, donc le champ de l'action. Et le champ, donc c'est un endroit où on plante, et un endroit où on récolte. Et donc ce qu'on plante, ce sont les actions, et donc ce qu'on récolte, c'est le fruit de l'action. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette parabole, cette métaphore, on y reviendra un petit peu après. Mais pour tout dire, c'est pas, même si ça a été les initiateurs de cette philosophie, on appelle ça le karma, on appelle ça la philosophie du karma. Donc même si l'Inde, l'Asie en général ont été les propagateurs de cette philosophie, on retrouve ça dans toutes les traditions, on retrouve ça dans la science, on retrouve ça dans la sagesse populaire. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte d'universalité de cette conception, que c'est quelque chose de bien partagé, qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc formalisé par la science, qui est ce dont l'Occident tire fierté, et bien en fait c'est le principe d'Archimède, on pourrait dire déjà, où tout corps plongé dans un liquide déplace donc une quantité de liquide équivalent au poids donc, qui a été exercé par le corps. Donc, et principe d'équivalence, et puis ensuite formalisé de manière encore plus explicite par la troisième loi de Newton relative au mouvement des corps, et donc toute force exercée dans un sens génère une force de même direction, mais de valeur opposée. Hein, donc action, réaction. Donc ça, c'est ce que dit la science, c'est ce que dit la mécanique classique. Et après, donc, il y a ce que disent les traditions. Et là, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, judaïsme, islam, chrétienté, donc ils convergent tous pour ce même principe de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive. Et puis avec là aussi donc plein de maximes. Dieu poursuit sur la tête des enfants la faute des parents jusqu'à la 4e génération. Donc un principe de justice immanente, un principe de rétribution éthique. Donc on n'échappe pas aux conséquences de ces actes, fussent-elles délayées dans le temps. Et ça se retrouve après dans la sagesse populaire, donc qui frappe par l'épée, périt par l'épée, qui sème le vent, récolte la tempête. Tout est fait à une cause, etc. Donc il faudra arriver à se persuader donc, de l'universalité de ces lois, de ces principes, et donc se dire il n'y a pas de fumée sans feu, il y a quelque chose derrière. Donc le karma, c'est à la fois une philosophie qui est très profonde, engage complètement donc, notre existence, la nature, sa portée, son déroulé. C'est très subtil, on verra peut-être quelques exemples de cette subtilité un petit peu plus tard, également très raffiné, très varié. Par exemple, dans les conditions de création, d'application du karma, il va y avoir plusieurs types. Il y en a qui vont du karma qui va être créé avec les pensées,
Vous l'aviez peut-être pas réalisé, parce que d'habitude on associe ça avec les actions, mais nos pensées sont créatrices de karma, ne serait-ce que parce que derrière une pensée, il va y avoir un choix, donc des conséquences, ou alors simplement un certain type de pensée génère aussi un certain type d'attitude ou de vibration autour, et donc est créatrice de karma. Donc karma au niveau des pensées, karma au niveau des paroles, karma au niveau des actions. Également, il y a un karma qui va être relatif au temps, il y a un karma sur le court terme, même le très court terme. On a parlé de cet instant karma, donc je mange quelque chose qui était vicié, il y a une intoxication alimentaire, je dis une parole déplacée à quelqu'un, et j'en ai le retour avec accusé de réception dans les 5 secondes qui suivent. Il y a du karma sur le moyen terme. Par exemple, si cette année j'ai pas suffisamment travaillé ou révisé avant la période des examens, peut-être bien que j'aurai pas le diplôme que j'ambitionnais. Et également un karma sur le long terme, si par exemple toute mon existence j'ai mangé des nourritures trop grasses, ça serait peut-être pas une surprise en fin de parcours que j'ai des problèmes de cholestérol. Donc différents karmas selon leur typologie par rapport au temps, différents karmas aussi selon le domaine d'application. Je crée du karma plutôt avec mon argent, je crée du karma avec mon temps. Donc comment j'utilise mon temps, comment j'utilise mon argent. Donc c'est parce que derrière il y a du karma qui est positif, du karma négatif et du karma neutre. Neutre, pas d'incidence. En général, les actions relatives à la vie, à l'entretien du corps, je suis en train de marcher, je suis en train de me coiffer, je suis en train de m'habiller, on pourrait dire qu'il n'y a pas de karma. Mais ça peut être requalifié par l'intention. Si je mange avec une forme d'avidité, mauvais karma. Si je m'habille avec le désir d'impressionner ou de séduire, mauvais karma. Donc l'intention est fondamentale. Donc karma avec l'argent, karma avec le temps, karma avec mon énergie, comment j'utilise mon énergie, karma dans mes relations. Donc plusieurs domaines comme ça, et puis après qui interagissent aussi avec le niveau de conscience. Un enfant de 3 ans, par exemple, qui, lors d'un pique-nique, met le feu à la pinède, c'est juste dommage, mais c'est un enfant de 3 ans, on ne va pas l'envoyer en prison. Par contre, si c'est un adulte qui, lui, met le feu en toute conscience, lui, donc, il est qualifié de pyromane et puis il est condamné. Donc, différentes sortes de karma aussi, selon le fait que c'est un karma individuel ou alors un karma, il peut s'agir de karma collectif. Donc karma collectif, eh bien, par exemple, c'est une civilisation ou une société qui donc s'est enfoncée dans tel ou tel type de comportement, culture, et qui va générer des retours. Une hypothèse de travail comme ça, pendant les années 60, la France en Algérie commet certaines violences ou exactions dans ce pays colonisé. Bien des années après, c'est peut-être pas une surprise si on a un problème de violence dans les banlieues. C'est juste une hypothèse, voilà. Mais il y a des karmas comme ça collectifs où des âmes aussi se retrouvent dans une famille, donc des familles dysfonctionnelles, et donc il y a du karma comme ça qui est réglé ou recréé d'ailleurs ensemble. Parce que vous voyez, des fois on pense qu'on est en train de régler du karma, mais on peut être aussi en train d'en créer. Là, il faut bien discerner également. Donc il y a une sorte de combinatoire comme ça qui arrive à plusieurs milliers de variétés de karma. Ce qui est primordial, on l'a souligné il y a quelques instants, c'est l'intention. Donc l'intention, derrière une même action extérieure, donc qui semble la même à l'extérieur, il peut y avoir donc une intention tout à fait différente, une intention donc qui va flatter l'ego, une intention qui va favoriser l'avidité, l'attachement, etc. Et donc c'est cette intention qui ensuite va qualifier l'action. Donc on pourrait faire 1 ou 2 minutes de méditation pour une petite vérification de notre intention à ce moment-là de la soirée.
sur ce qu'on appelle la bhavana. La bhavana, en hindi, ça veut dire l'intention, et donc l'intention, c'est ce qui est premier, c'est le terreau, finalement, dans lequel vont ensuite germer les pensées, les paroles et les actions. Donc, un moment d'apaisement, retour au calme, sous la forme de respiration pleine, d'une part, et ralenti, vraiment une prime à la lenteur, donc et à la plénitude, donc je remplis bien l'abdomen, je dilate bien le diaphragme, je repousse vers le haut donc les épaules pour bien enfler les poumons. Et puis pareil, en sens inverse, j'expire avec la plus grande lenteur. Également en prêtant attention à bien vider toutes les parties du corps associées à la respiration. Et dans cet état d'apaisement qui s'installe petit à petit, je m'assure donc des sentiments purs, des intentions positives que j'ai déjà vis-à-vis de moi-même. Donc on n'est pas masochiste, on se souhaite le meilleur à soi-même. Donc je me vois constellé de lumière, je me vois en train d'expérimenter le bien-être, la satisfaction, le contentement. Et puis cette même sensation de bien-être, eh bien je l'étends maintenant à ceux qui me sont proches. Famille, amis, c'est mes proches, donc naturellement, organiquement, je leur souhaite aussi le meilleur, je leur souhaite aussi le bonheur. Et cette même sensation que j'étais en train d'éprouver, donc je les englobe et je les vois en train aussi de la vivre, de la respirer, de l'incarner. Et puis ensuite, cette même sensation de bien-être, de plénitude, je l'étends à mes lointains. Donc, c'est ceux que peut-être je croise au quotidien, dans un premier temps. Ça peut être dans les transports en commun, ça peut être à la boulangerie, ça peut être sur mon lieu de travail, etc. Je les vois eux-mêmes en train de respirer ce même état de bien-être, satisfaction, contentement. Je leur souhaite le meilleur. Et puis ensuite, ces mêmes bonnes intentions, ces bons souhaits, je les étends d'abord au pays, donc l'intégralité du pays, tout spécialement donc dans cette période où il connaît pas mal de tribulations, de bouleversements, de sautes d'humeur, etc. Donc je baigne ce pays, sa population, dans mon émission de bons souhaits, de sentiments purs, de compassion, de sollicitude.
Et puis enfin, j'étends ça à toute la planète. Donc toute la planète, 5 milliards, 6 milliards d'êtres humains, plus. Je dirige ces bonnes intentions, cette bonne volonté, cette empathie, cette sympathie pour tout un chacun, y compris, pourquoi pas, pour la planète elle-même. La planète elle-même, la nature, les animaux, les éléments. Ok, merci. Merci pour cette méditation, ces moments de calme à distance. On est en train collectivement aussi de créer cette atmosphère, ces bons souhaits, etc. Je regarde un petit peu du coin de l'œil que ça se passe bien pour tout le monde, qu'il n'y a pas de problème de son ou de visualisation. Ça a l'air d'aller dans les commentaires. Ok, bonsoir à tout le monde par la même occasion. Alors, dans le titre de cet atelier, il y avait aussi Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Karma, destinée. On n'a pas fini de parler du karma, mais à un moment donné, ça interroge aussi la question donc, de son destin, donc de la destinée, peut-être même du libre arbitre aussi, de comment ça se passe en fait dans les coulisses de cette pièce de théâtre dont on est tous les acteurs, qui interroge donc les tenants, les aboutissants, donc la scénographie de notre existence, et qui pose la question de savoir est-ce que on est piloté, est-ce qu'on crée notre destin, est-ce qu'on suit des rails, etc. Donc c'est ça qu'il faudrait avoir présent à l'esprit, et on y reviendra en fin de parcours parce que c'est relié avec cette notion de karma. Par rapport à cette notion de karma, ce qui est très très important, c'est de comprendre qu'il s'agit de lois. C'est-à-dire c'est pas des théories, c'est pas des spéculations. Donc derrière, il y a ces lois scientifiques, et ensuite il y a juste l'extrapolation qu'en ont fait les sages de l'Inde ancienne, de dire mais je peux constater à un niveau physique que toute action donc, entraîne une réaction, que la roue suit mécaniquement le pas du bœuf qui est attelé au chariot, que l'ombre donc suit autour du piquet la trajectoire du soleil qui éclaire le piquet. Est-ce que ça serait possible de le concevoir aussi à un niveau mental, spirituel et donc au niveau existentiel? Donc c'est des lois. Voilà. Et donc les lois, ça se conteste pas, elles ont un champ d'application et il y a un intérêt superlatif à s'assurer qu'on connaît bien ces lois et qu'on a compris leur portée. Par exemple, dans un pays, c'est très très intéressant de connaître la fiscalité, les lois fiscales, parce que ça permet d'optimiser son profil de ce côté-là. C'est absolument nécessaire de connaître les lois de la nature, parce que s'il fait froid, on va sortir couvert, s'il fait chaud, on va avoir donc de quoi se protéger du soleil pour éviter une insolation dans un cas de figure, une grippe dans l'autre. Donc absolument nécessaire de connaître les lois de la nature, les lois de l'univers. La toute-puissance de la civilisation occidentale, c'est qu'elle a réussi à percer avec la science donc les mécanismes des lois naturelles et donc à les utiliser à son profit. Donc on a dit que les traditions n'étaient pas en reste au niveau de ce qu'elles énonçaient dans ces lois du retour, ces lois de l'action et de la réaction. Il n'y a pas d'effet qui existe sans cause initiale. Et donc toute cause entraîne ensuite sa cascade d'effets plus ou moins espacés dans le temps. Alors ça peut varier. Dans le bouddhisme par exemple, ils ont beaucoup relié ça à la notion de désir. C'est le désir qui est le père du mouvement et c'est le désir qui est la cause de la création du karma.
Dans l'hindouisme, eux, ils ont beaucoup relié ça à l'attachement. C'est parce qu'on est attaché à ceci ou cela que pour le défendre, donc on va créer du karma. En Occident, on pourrait dire que peut-être on aurait relié ça traditionnellement à l'ego. Donc l'ego, c'est l'identification. C'est parce que je suis identifié à ceci ou cela que telle action va être colorée par cette projection mentale, par cette identification. Donc on pourrait dire une action avec beaucoup d'ego, eh bien, créera du karma. Une action sans ego, donc détachée aussi, sans désir, créera moins de karma. Également, dans l'hindouisme, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce qui sous-tend cette loi du karma, c'est la notion d'équilibre. Donc la notion d'équilibre, c'est-à-dire que l'univers entier, il est heureusement que dans l'univers entier, il y a la notion d'équilibre. Par exemple, à un niveau simplement biologique, heureusement qu'il y a l'équilibre entre les neutrons, les protons, les électrons, équilibre électromagnétique, parce que s'il n'existait pas, c'est notre corps qui s'effondrerait sur lui-même. Et à un niveau macroscopique, cosmique, heureusement qu'il y a un équilibre gravitationnel entre les planètes, parce que sinon, il y aurait ces collisions planétaires. Et de la même façon, il existe un équilibre physiologique, par exemple dans notre physionomie, si j'ai un pied qui est plus court que l'autre, ça ne va pas le faire. Si j'ai un œil qui ne voit pas, il va y avoir donc une manque de perception au niveau du relief, s'il n'y a pas cette vision binoculaire. Et donc, tout est organisé autour de ce principe d'équilibre. Par exemple, la température d'équilibre du corps, c'est 37 degrés, et c'est là que se situe mon bien-être. Plus je m'en écarte, plus il va y avoir un message donc, qui va m'être transmis. Souvent, ça va être sous la forme de douleur, que ce n'est pas ma position d'équilibre. Donc, c'est ça le fonctionnement, c'est qu'il existe une position d'équilibre, et quand on s'écarte de cette position d'équilibre, on génère mécaniquement une force de retour pour revenir à cette position d'équilibre. Par exemple, si je chauffe une casserole d'eau, du moment où j'arrête le feu, l'eau va revenir à sa température initiale. Dans cette maison même, on a mis des briques ou des poutres au plafond, mais par ce même mouvement, on a créé le potentiel pour que dans 50 ans, 60 ans, quand cette maison s'écroulera ou sera démolie, eh bien, ces constituants reviennent à leur position d'équilibre qui était sur le sol. Donc tout est dans cette position d'équilibre, et quand on s'écarte, il y a une force de retour au point d'équilibre qui est générée. Pour l'être humain, qui lui a un libre arbitre, la force d'équilibre qui est générée, c'est la douleur. Heureusement qu'il y a la douleur, par exemple, heureusement que quand je mets ma main sur une plaque chauffante, il y a la douleur donc, qui s'exerce, parce que à ce moment-là, ça m'évite d'avoir ma main carbonisée. D'une manière générale, la douleur est un message. Par exemple, si à un moment donné, je ressens un mal de dos, c'est probablement parce que ma posture n'était pas adéquate, et je vais essayer de la rectifier. De la même façon, si j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, si j'ai mal au foie, je vais chez le docteur. Donc j'ai cette intelligence de me dire douleur égale mauvais positionnement, et il faut que je corrige ça donc assez rapidement, parce que ce n'est pas ma situation, ma position normale. Il faudrait avoir la même intelligence pour ce qui nous arrive donc à un niveau émotionnel, relationnel, social. Quelle que soit la douleur qui m'arrive dans un de ces compartiments, c'est juste un message que mon positionnement n'était pas le bon, et une invitation à retrouver ce positionnement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ce fameux positionnement? Pour le corps, on le voit assez bien, pour la matière, on le voit assez bien. Par exemple, dans l'écologie, on s'est écarté de pas mal de fondamentaux, et quelque part, à un moment donné, les dérèglements naturels nous invitent à y revenir, à recoller à la réalité. Mais pour ce qui se passe dans ces compartiments un petit peu plus subtils, qu'est-ce que c'est notre position d'équilibre? On est dans un centre de Raja Yoga, on est dans une école de méditation, et donc la position d'équilibre, c'est la relation que j'entretiens avec moi-même. Donc si la relation que j'entretiens avec moi-même, c'est je me considère avant tout comme un
corps comme une enveloppe physique, eh bien à ce moment-là, pas de surprise, je vais m'identifier à des choses que je ne suis pas, je vais m'identifier à une position sociale. Donc quand je vais perdre la position sociale, il y aura de la douleur, de la souffrance, je vais m'identifier à une relation, donc tout dans le monde est impermanent. Donc ça c'est un concept fondamental de l'Asie du Sud-Est, du bouddhisme, de l'hindouisme, tout est impermanent. Donc dès que je m'identifie à quelque chose que je ne suis pas, donc une relation, une possession, un rôle, une nationalité, un club de football, quoi que ce soit, je génère donc la possibilité, même pas la possibilité, la certitude qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura une douleur ou une souffrance en retour parce que le positionnement n'était pas le bon. Quel serait alors le bon positionnement? Donc le bon positionnement, c'est encore une fois l'approche de ces philosophies donc asiatiques, on retrouve ça aussi chez les stoïciens et puis dans la grecque ancienne, dans le néoplatonisme également, c'est que dans l'être humain, il y a ces deux parties, donc il y a l'être et il y a l'humain. Donc l'humain, c'est l'extérieur, donc ce à quoi je m'identifie, et l'être, c'est ce qui reste quand on l'a débarrassé de toutes ces couches de surface. Le bon positionnement, c'est quand je suis au plus près de cet être, quand je suis au plus près de moi-même, et c'est justement ce qu'autorise le processus de la méditation. Donc on vous propose un petit exercice de méditation pendant 2-3 minutes. Donc on commence par quelques respirations apaisées, comme on a fait tout à l'heure. Un des fondamentaux de la méditation, le retour au calme. Et puis ensuite, assez rapidement, il est proposé de porter sa concentration, sa focalisation au milieu du front. Le siège, à la fois selon l'approche orientale et occidentale, donc le siège des pensées, de l'intellection, des émotions, de la réflexion. Donc c'est là que ça se passe, hein, ma vie intérieure, mentale, etc. C'est dans ce laboratoire, donc elle s'échafaude, qu'elle s'élabore, et donc quand je porte mon attention dans cette zone-là, c'est bien parce que je stimule cette zone et j'ai envie qu'elle soit active, qu'elle soit réactive, sollicitée. Donc à la fois je maintiens mon attention et puis quand j'inspire, eh bien également j'amène de l'oxygène, j'amène ce prana, cette énergie subtile qui est dans l'air, je l'amène donc pour la déposer au milieu du front, entre les deux yeux. Un petit peu comme si j'étais en train de charger une plaque électrique ou une capacité. Et puis également, je peux rajouter une visualisation pour augmenter la concentration, et cette visualisation, c'est celle d'un point de lumière, un petit peu comme on les voit sur les représentations anatomiques où sont mis en évidence les chakras. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce chakra coronal, ce centre névralgique, un petit peu dans la même zone où il y a toutes ces organes comme le néocortex, comme la glande pituitaire, l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Donc qui est associé à tous ces processus neurobiologiques. Et quand je suis là, ensuite, la pensée, c'est je suis
cette énergie, je suis cette lumière, je suis cette conscience. Je suis cette conscience, je suis un être de conscience, un être de pensée, différent de tout le reste. Donc différent de cette enveloppe corporelle. J'agis au travers de cette enveloppe corporelle, j'écoute à travers ses oreilles, je regarde avec ses yeux, mais je suis différent de cette enveloppe corporelle. À partir de là, donc, je peux percevoir mon existence de manière détachée. Je suis devenu l'acteur dans le costume corporel, donc effectivement je joue un rôle, et puis dans une pièce de théâtre de plusieurs milliards d'acteurs. Voilà, je maintiens cette conscience donc du point de lumière, du point d'énergie au milieu du front, et maintenant j'ouvre les yeux, j'entrouvre les yeux plutôt, au tiers, au quart, et là juste la sensation que je vais développer, c'est que les yeux sont un petit peu comme une fenêtre sur le monde. On dit les yeux c'est les fenêtres de l'âme, pour la circonstance c'est vrai. Donc les yeux sont cette fenêtre sur le monde, avec le montant supérieur de la fenêtre qui serait les paupières, le montant inférieur qui serait les pommettes, les joues. Et la conscience à développer juste pendant 1 minute, 2 minutes, ça serait je suis en train de regarder de l'intérieur de cette enveloppe corporelle vers l'extérieur par la fenêtre des yeux. Donc assurément, il y a un extérieur, c'est la pièce de théâtre dont on est tous les acteurs. Assurément, il y a aussi un intérieur, donc cet espace à partir duquel j'opère, à partir duquel je suis interfacé avec ce corps. Donc je regarde par les yeux, j'écoute par les oreilles, je ressens par cet épiderme, je respire avec ce nez, mais c'est autant de périphériques sensoriels que j'utilise, mais je ne saurais me confondre avec eux. Donc voilà, l'exercice est simple, cette différenciation donc entre moi et le corps, et puis entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, merci pour cette méditation, ce moment d'intériorité. Alors, à ce niveau-là, une conclusion qu'on pourrait avoir déjà, c'est que le karma serait une force bénéfique. On s'est toujours vécu avec
une sorte d'appréhension, de perception négative. Ah, qu'est-ce que je me trimballe comme karma, ou le karma, mon karma, c'est vraiment lourd, ceci, cela. Alors qu'en fait, le karma, c'est cette loi de retour à l'équilibre, et donc l'univers veut pas notre perte, l'univers veut pas notre mal, veut pas notre souffrance, et donc ça serait plutôt une force de rééquilibrage, une force bénéfique, un petit peu comme la maladie à un moment donné organise le retour à l'équilibre donc du corps, hein. C'est un signal qui est envoyé qu'on n'était pas dans le bon positionnement et qu'il faudrait corriger donc la posture. À partir de là, c'est très très libérateur, parce qu'à partir de là, j'arrête donc d'enregistrer la douleur, la souffrance comme quelque chose de pénible ou comme une injustice, mais plutôt comme un message qu'il conviendrait de comprendre et ensuite d'utiliser pour pouvoir s'ajuster à la situation. Une indication de la subtilité qu'on peut avoir dans cette perception des enchaînements karmiques, ça serait par exemple de se dire que dans le cas d'une douleur, j'éviterai justement de m'apesantir dessus et puis de me répandre en récrimination ou alors en pleurs, en tristesse, dépression, etc. Parce qu'en fait, ce faisant, je rajouterai une couche de douleur ou de souffrance au-dessus de la douleur initiale. Vous voyez, on dit souvent donc la douleur est obligatoire, douleur physique, douleur, je veux dire, d'une situation qui m'oblige à faire ceci ou cela. Par contre, la souffrance est optionnelle. La souffrance, c'est tout le pathos, c'est toute la construction que je rajoute par-dessus. On voit souvent deux individus donc, dans la même situation et deux individus, voire des fois des jumeaux, et qui vont réagir de manière donc totalement différente. Donc du coup, l'interprétation est totalement livrée, dépendante de moi-même, et je ne vais pas rajouter cette couche de souffrance, sinon ça serait une sorte de karma supplémentaire. Pourquoi ? Parce que une des notions, c'est que ma position d'équilibre, c'est aussi la paix, la stabilité, et donc quand je m'écarte de cette position de paix ou de stabilité, je génère une sorte de karma supplémentaire. Alors, par rapport à cette position donc d'équilibre qui serait la paix, la stabilité, on peut justement faire un petit travail où on ferait des provisions. Hein, parce que ce mécanisme du karma, c'est beaucoup un jeu d'écriture comptable. Donc, je suis en débit ou je suis en crédit. Et notamment, à un moment donné, quand la note d'honoraire ou la facture m'est présentée et qu'il va falloir que je l'honore d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il vaut mieux que j'ai un stock donc positif de paix, de pouvoir, de stabilité pour pouvoir honorer la reconnaissance de dette comme il se doit. Donc on va faire un petit exercice de méditation dans ce sens-là. Alors à nouveau, un apaisement de principe, donc relaxation assez simple à organiser par la respiration. Des respirations donc le plus lentes possible, les plus complètes également, qui mobilisent tout l'appareil respiratoire. Éventuellement aussi une phase de rétention qui me permet de m'installer dans une sensation de plénitude, stabilité. Et puis là, la modulation donc, va être la suivante. C'est quand j'inspire, eh bien, je vais inspirer comme si je vais avoir la sensation d'inspirer de la paix, comme si je respirais un parfum. Et là, j'inspire de la paix. De la paix parce que je suis bien dans cet instant, je suis bien dans cet endroit. C'est du temps que je m'accorde à moi-même. Donc j'inspire cette atmosphère de calme, ce moment un petit peu privilégié.
Et puis quand j'expire, eh bien c'est aussi de la paix que j'expire, cette fois-ci sous la forme de lenteur, sous la forme de douceur, sous la forme de silence. Ok, merci pour votre participation, pour votre silence. Encore une fois, cette sensation qu'on est tous en train de créer une belle vibration à distance, mais connectée. Alors, dans le Raja Yoga, dans la pensée hindoue classique, on est très très intéressé par cette question du karma, parce qu'on a dit il y a cette perception, et c'est une forme d'intelligence. La semaine prochaine, on a un atelier sur l'intelligence spirituelle, et on reviendra certainement sur cette question. Donc l'intelligence, c'est de réaliser l'inéluctabilité, l'incontournabilité de cette loi du karma. Donc le karma, c'est une lourde pierre jetée dans les eaux du temps, et donc avec des répercussions, des fois sur le très long terme. En Inde, ils ont plaisir à penser même qu'il y a plusieurs vies. Est-ce qu'on est obligé de penser, nous, qu'il y a plusieurs vies ? Certainement pas. Maintenant, on pourrait avoir l'humilité quand même de se dire, bah tiens, il y a 2/3 de la population mondiale, si on prend toute l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le milliard d'Hindous, et puis donc 1 ou 2 milliards de Chinois, et puis de Birmans, et puis de toute l'Asie du Sud-Est qui se reconnaît dans le bouddhisme. Donc il fonctionne avec cette conviction qu'on est de passage, on est des âmes incarnées, puis qu'on prend des corps successifs. Donc avec cette perception que du coup on arrive avec déjà un passif qui s'analyse donc sous la forme de karma ou sous la forme de traits de caractère. Alors, on ne voudrait pas faire une démonstration ici, s'engager dans une démonstration comme ça. On peut juste vous conseiller un petit film. On va voir la bande-annonce. Vous le trouvez sur YouTube, pas forcément en très très bonne définition. Donc l'invitation, ça serait plutôt d'acheter le DVD ou de voir si vous pouvez le trouver sur une plateforme, donc Netflix ou autre.
Et c'est extrait d'une histoire vraie, ça s'appelle Manica, une vie plus tard. Au terme de plusieurs années donc d'enquête, il avait été conclu que c'était un cas authentique de réincarnation. Et donc, il a été fait un film à partir de cette histoire, Manica, une vie plus tard. Donc, on regarde la bande-annonce, elle est charmante. Now today we're going to talk about the holy cities of Varanasi, sometimes known as Benares, Rishikesh and Hardwar. Yes, Manika. There's another one, Dulikot. How do you know that? I lived there once. My name was Lakshmi. Last night, I saw our house again. I saw the Bagmati River, the Dulikot temples, and the Himalayas in the distance. That's a nice surprise. When did you teach her that? I didn't, Father. Oh, what is it? It looks like the Kathak. It's a dance from the north. The Ganesh Himal. Do you believe me now? I don't know. In our terms, reincarnation is not possible. And the little girl I talked to you about yesterday, Manika, she firmly believes that in her previous life, she was your wife, Lakshmi. My wife, Lakshmi. She confided in me. She told me about your life together in Dulikot. I mean, do you live in a 3-story red brick house with a courtyard? Yes. And your sister's name is Manu. You're mad. You're absolutely stark raving mad. There's no such phenomena. How can I deny the evidence of my own eyes and ears? You're no kind of priest. And you're no longer my friend. Meditation is most important. You must admit that faith is the overcoming of doubt. Ok, merci. Donc il s'agit d'un film français, hein. Et c'est vraiment un spectacle familial et puis assez inspirant, donc il prête à la réflexion parce qu'il y a la petite fille dans le film qui presque dans un cas de schizophrénie puisqu'elle se rappelle son existence présente plus celle antérieure, et puis à côté il y a le prêtre qui l'accompagne. Et lui-même, ça interroge son dogme, ça interroge sa foi, et puis c'est tout son itinéraire à lui qui est passionnant aussi à suivre. Donc déjà, il y a une conséquence qui devrait s'imposer à nous, si on a compris donc cette loi est incontournable, inéluctable, c'est que à aucun prix, à partir de maintenant, à partir de ce soir, à partir de cette minute, je ne veux accomplir le moindre karma négatif, étant entendu que je sais pertinemment qu'à un moment donné, ça va se représenter à moi, donc sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, une reconnaissance de dette qu'il faudra que je sois en mesure d'honorer. Donc à partir de maintenant, même pas un chouïa de karma négatif. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le viatique, qu'est-ce que c'est la méthode qui nous permettrait d'être sûr de n'accomplir aucun karma négatif dans aucune circonstance que ce soit avec n'importe qui. Donc on l'a mentionné précédemment, c'est cette technique de méditation, c'est ce repositionnement de la conscience qui fait porter la perception qu'on a de soi-même, non pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Donc à chaque fois que je suis à l'extérieur, de grandes chances qu'il y ait de l'attachement, de la colère, de l'avidité, de l'ego, et donc production de karma négatif, parce que le fruit de l'attachement, le fruit de la colère, le fruit de l'ego, il est assez facilement identifiable, et à chaque fois que je vais être donc recentré sur l'être intérieur, sur cette nature originelle donc de paix, de stabilité, de bonne volonté, etc., 99-100% de chances que je sois en train de produire un karma de bonne facture et donc
des résultats qui seront alignés. Donc on va peut-être faire une petite méditation dans ce sens-là. Dans cette position, je suis interfacé avec les organes des sens, mais différents des organes des sens. J'écoute par ses oreilles, je parle par cette bouche, je vois par ses yeux, j'utilise ses mains, mais je ne suis pas. Donc cette main, ses yeux, ces différents organes des sens. Je les utilise comme des outils, comme des périphériques. Mais je ne dis pas moi les pieds, moi la main, moi le nez, etc. Je dis mon nez, mes mains, je dis mon corps. Ah, qui est le possesseur du corps? Qui dit mon corps? Réponse, moi, l'être de conscience, l'être d'énergie, l'être de pensée, aux commandes de ce véhicule corporel. Mais différent. Ce véhicule corporel, c'est de la matière, c'est des solides, des liquides, chair, sang, etc., atomes, molécules, mais c'est de la matière. La matière, ça s'use, la matière, donc ça vieillit, ultimement ça disparaît. Je suis de la pure conscience. Ah ça m'apporte de la sécurité. Et donc de la paix. Donc paix, stabilité, sécurité. Que je laisse s'installer en moi, que je laisse infuser, que je laisse diffuser, imprégner tous mes organes, tout mon être, y compris à un niveau cellulaire, organique, et même diffuser hors de moi, un petit peu comme un parfum qui s'échapperait d'une fleur. Et dans cette conscience-là, je me demande, je m'interroge, est-ce que quand j'éprouve ça, est-ce que quand je ressens ça, est-ce que seulement ma prochaine parole, pensée, action pourra être teintée de quelque négativité que ce soit? Est-ce que ça pourra être une parole de mensonge? Est-ce que ça pourra être une action violente? Est-ce que ça pourra être une pensée triste? Quand je suis dans cet état de paix, dans cet état de sérénité, de stabilité.
Ok, merci pour cette méditation, merci pour votre participation à cette propagation donc de vibrations pacifiées, de pensées élevées. Hein. Il y a ce que je fais individuellement et puis c'est comme ça qu'on peut changer finalement aussi notre environnement, le monde. Des fois, par exemple, à l'église ou chez les catholiques, ils parlent des intentions de prière ou dans l'islam, ils disent que la prière en groupe est supérieure donc de 90% à la prière individuelle. Et là, on pourrait se dire, ben, finalement, des personnes en train de méditer donc de manière collective génèrent aussi à leur façon un champ vibratoire, un champ de pensée. Et donc, ben merci pour cette participation à cette fabrication de l'atmosphère. Alors, première chose, on ne voudrait pas du tout, à aucun prix, donc augmenter cette dette karmique, mais ce faisant, peut-être bien qu'au moment où on parle, au-dessus de moi, comme une épée de Damoclès, il y aurait une sorte de fardeau karmique, donc de dettes accumulées et qui demanderait qu'à se libérer. Ah, comment est-ce qu'on pourrait réduire aussi ce fardeau qui pourrait se libérer maintenant, dans 10 minutes, peut-être aussi bien l'atelier de méditation est terminé, on se quitte, je descends dans la rue et puis je regarde du mauvais côté en traversant, hop, il y a une voiture qui arrive et donc le karma qui est libéré sous la forme d'un accident. Donc il faudrait se poser la question donc, de comment changer pour purifier, apurer la comptabilité. Et puis pourquoi pas, si on a bien compris aussi cette philosophie du karma, donc on l'a dégagé de du boulet qu'elle traînait de fatalisme. On a dit que c'était un message donc, qu'elle nous transmettait quant à un repositionnement nécessaire. À partir de là, on se dit, mais si c'est possible donc, de créer une dette, ça doit être aussi possible d'accumuler, de créditer son compte et de générer du karma positif. Donc ça serait les deux autres questions qu'on aimerait bien se poser et avoir des réponses. On ne va pas le faire là, parce que ça, c'est des choses qu'on aborde plutôt dans le cours, dans les séries de cours de méditation. Donc c'est une invitation pour vous à dépasser le simple intérêt que vous pouvez avoir pour ces ateliers de méditation en ligne et à vous manifester auprès du centre pour suivre des cours à distance ou quand le confinement sera terminé, donc venir ici pour ce partage de connaissances. Et là, on aimerait plutôt interroger donc, cette question de destinée, donc karma, destin. Ben, je crois que ça a été assez clair jusqu'à maintenant que à chaque instant, on est en train de fabriquer son futur. Quelque part, c'est une plaisanterie qu'on fait souvent avec les étudiants ici. On leur dit, mais vous voulez connaître votre passé? Et puis à ce moment-là, on fait un petit peu comme si on était des voyantes ou si on avait des pouvoirs psychiques. Et donc vous voulez connaître votre passé, c'est simple, regardez votre présent. En regardant votre présent, vous pourrez avoir une indication de la qualité de votre passé. Est-ce que vous voulez connaître votre futur? Oui, eh bien, regardez votre présent. La qualité de votre présent conditionne la qualité de votre futur. Donc oui, on est créateur de notre destin. Personne est mon ami ou mon ennemi autre que moi-même. Je suis mon propre meilleur ami et mon propre pire ennemi en fonction du choix et de la qualité des choix que j'imprime à mon existence. Donc maintenant, par rapport à ce destin, alors est-ce qu'il est sur des rails? Est-ce qu'il est lancé? Est-ce qu'il y a manière de le modifier? Là aussi, c'est une question dans laquelle on ne va pas rentrer, pourtant qu'il y a une question centrale qui, des siècles en arrière, taraudait l'humanité. Est-ce qu'on a un libre arbitre ou est-ce qu'on est prédestiné? Et c'est une question qui se traduisait par des débats théologiques et pour laquelle des personnes ont été emprisonnées ou condamnées, etc. Donc on ne va pas rentrer dedans maintenant, on va peut-être se dire quand même qu'on aimerait pouvoir, même si on était sur des rails, arriver, même si après on découvre que c'était prédestiné, que au moins faire en sorte qu'à la fin on obtienne le meilleur des résultats possibles. Et l'idée là,
ça serait par exemple que, ok, on peut être sur des rails, il y a une certaine lancée, donc le fleuve, il est en train de couler depuis sa source, et puis il a déjà un certain débit, une certaine orientation, mais comment est-ce qu'on peut modifier le débit enfin le parcours d'un fleuve? Donc on pourrait dire à la source, mais la source, elle est déjà en arrière, elle est dans le passé. Mais imaginons maintenant qu'on élargisse l'embouchure, ou qu'on établisse donc des barrages et puis qu'on la dérive un petit peu. Quand je modifie donc l'embouchure du fleuve, c'est-à-dire le moment où il se jette dans l'océan ou dans la mer, eh bien, par là même, je modifie donc le parcours en amont du fleuve. Donc peut-être bien que si maintenant je me projetais dans l'avenir en disant j'ai envie de vivre ça. Donc dans le futur, il y en a peut-être d'entre vous où ils font des plans pour leur retraite, ou s'ils sont déjà à la retraite, ils font des plans pour quand ils auront 70, 80 ans. Mais comme on dit en Inde, qui a vu demain? Aucune garantie que je sois là dans 10 minutes, un quart d'heure, aucune garantie que je sois là demain, aucune garantie que je sois là dans 20, 30 ans. Donc l'idée, ça serait plutôt que de planifier, ça serait de préparer. Et donc en fait, j'ai envie dans 10, 20, 30 ans, demain, de vivre la paix, de vivre le bonheur, de vivre la stabilité. De facto, je commence maintenant à préparer donc cette paix, à préparer cette stabilité, à préparer ce bonheur avec les autres. Alors, la métaphore là qu'on a plaisir à employer et qui est afférente à cette philosophie du karma, c'est les graines qu'on sème. Donc le champ de l'action, karma kshetra, dont on a mentionné, donc les actions sont les graines qu'on sème, mais non seulement les actions, mais aussi les pensées. Et ce qu'on récolte, donc, ce sont les fruits de ce qu'on a semé. Donc il y a plusieurs conditions pour s'assurer donc une bonne récolte. Il faut des graines de qualité. Donc la graine, c'est quoi là? La graine, c'est la conscience. Donc si je m'identifie à l'humain, donc à l'extérieur, à l'apparence, etc., donc ça, c'est pas une graine de bonne qualité. Si au contraire, je m'identifie à l'être, donc l'essence, qui je suis originellement, et puis à ses qualités, là, c'est d'une bonne graine qu'il s'agit. Ensuite, il y a le sol dans lequel est plantée la graine, et ça, c'est l'intention donc, qui préside. Et puis également, c'est les qualités qui vont servir de nutriments et qui vont assurer donc une croissance de qualité. Donc également, ensuite, il y a l'engrais, que je vais verser dessus. Donc l'engrais, ça serait la détermination. Il faudrait une certaine constance. C'est pas un petit changement qu'il faut, c'est un gros changement, et donc il va falloir de la détermination. Donc ça serait l'engrais. Ensuite, il faudrait de l'eau. Donc l'eau, ça serait celle de l'amour. Et puis ensuite, il faudrait l'exposition à la lumière, et donc la lumière, ça serait l'ouverture finalement à plus grand que soi, une perception un petit peu holistique de l'existence, de l'univers, de mon rapport donc à la transcendance, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en méditation. Alors, à nouveau, et là c'est facile pour nous parce qu'on est en fin de session, on est un petit peu assoupli. Donc ce retour au calme grâce à la respiration, grâce à la lenteur. Et puis ensuite, assez rapidement, ce positionnement au milieu du front. Donc quand je suis au milieu du front, je suis à la graine. Donc à la graine de l'arbre de mon existence. C'est tout ce qui va germer à cet endroit-là sous la forme de pensée, sous la forme de décision, de sensation, d'émotion, etc., qui va ensuite conditionner la croissance de l'arbre de mon existence. Donc je m'assure que la graine est de bonne qualité. La graine de bonne qualité, c'est cette conscience de moi en tant qu'être spirituel différent du corps de matière. Donc je peux visualiser éventuellement une lumière, si ça m'aide, au milieu du front.
et cette perception donc du corps de matière, un petit peu comme un sous-marin atomique, et moi, l'énergie qu'il propulse, mais différente de la structure. Et puis ensuite, le sol, donc le sol de qualité. Et là, c'est l'intention. Donc là, l'intention, c'est le premier exercice qu'on a fait. Donc on rebascule à nouveau dans cet espace, cette génération de bons souhaits, de sentiments purs, d'empathie, de compassion pour tout un chacun, y compris la nature, les éléments, les animaux, etc. Et puis ensuite l'eau de l'amour. Donc l'amour pour moi-même, l'amour pour les autres, l'amour y compris pour la situation présente. Aussi difficile qu'elle soit, aussi compliquée, pénible, eh bien je l'accepte, je commence par l'accepter parce que j'en suis quelque part le créateur. C'est un petit peu comme si c'était mon enfant. Donc non seulement je ne génère pas de pensées négatives, mais il y a cette acceptation, et même plus que de l'acceptation, donc cette certitude qu'elle va m'apprendre quelque chose, qu'il y a un message positif, un enseignement à en retirer, et donc de la gratitude finalement. Donc pendant 30 secondes, 1 minute, génération de pensées, d'amour, comme un parfum délicat qui se répand dans l'atmosphère. Et puis enfin, pour terminer, donc la lumière, l'ouverture à la lumière, l'ouverture au soleil, et mon attention qui se déplace en altitude. Et comme une fleur de tournesol qui s'oriente naturellement vers une sorte de lumière, soleil, dont il s'agirait de capter les rayons, de capter l'énergie. Tout est énergie dans l'univers, donc je suis énergie, la matière c'est aussi de l'énergie, et il y a cette ouverture à cette présence, à cette énergie dont il s'agirait de se nourrir, le yoga, de se raccorder, de se pénétrer. Et donc à la fois j'absorbe cette énergie, et puis ensuite quand j'expire, eh bien, je la restitue vers l'extérieur, un petit peu comme la fleur que je suis, fournie à l'extérieur, donc indifféremment son parfum ou ses fruits. Ok, merci pour cette méditation, pour ce moment de génération de pensée. Alors, si on devait conclure par l'intersection donc, entre karma et destinée, la destinée, on aimerait dire que c'est finalement cette notion de fonctionner à son optimum, à son maximum, à n'importe quel moment donc, de sa trajectoire, donc au maximum qualitatif de mes pensées, au maximum qualitatif à l'optimum, donc dans mes relations, dans mes actions, dans mes paroles, avec la certitude que si je suis au meilleur de moi-même dans tous ces compartiments, eh bien c'est également le meilleur
que je récolterai. Et donc le secret pour ça, c'est le fonctionnement à partir de ce paradigme qui est celui de la conscience du soi comme être spirituel, pas seulement comme être matériel. Donc je le sais, mais il faut aussi donc le pratiquer. Il faut aussi peut-être s'entourer donc de personnes qui sont un petit peu dans la même perception, de façon à pouvoir recevoir de l'aide ou des conseils. Il faut que je sois persuadé aussi que si je le fais pas, les résultats ne seront pas si bons, que si je le fais, au contraire, il y a des chances que les résultats donc, soient positifs. Également que personne ne peut le faire à ma place. Il n'y a que moi qui peux le faire. Ce n'est pas quelque chose que je peux trouver à l'extérieur, je peux le trouver donc à l'intérieur. Et puis à partir de là, ben, j'avance et puis je mets un pas devant l'autre et le futur, la destinée se construit pas à pas. Voilà, on espère que ça aura été un petit peu explicatif ou que ça aura clarifié certaines choses pour vous. Je regarde s'il y a des commentaires ou des questions. Ok, bon, de toute façon, ça, je pourrais aussi y répondre à titre individuel dans les contacts qu'on a en dehors de ces sessions. Alors, on vous remercie pour cette méditation. La semaine prochaine, ça sera dévolu à l'intelligence spirituelle. Donc, on reparlera un petit peu, comme on l'a dit, du karma, parce que la personne qui a une intelligence non pas rationnelle, même pas émotionnelle ou autre, mais une intelligence spirituelle, il comprend qu'au-delà des lois physiques, il y a ces lois invisibles, intangibles, mais pourtant qui conditionnent notre existence. Donc on vous remercie pour votre présence et puis on vous dit à la semaine prochaine.